une image évidemment qui colle à la peau de Bertrand, c'est d'être un amoureux fou du cinéma américain. C'est pas une image fausse. Non, non, c'est pas faux. Mais tout le monde, tous ceux qui le connaissent bien, ou même ceux qui le connaissent un peu, et puis tous ceux qui traînent un peu à Lyon, savent aussi que c'est un très grand connaisseur du cinéma français, quelqu'un qui aime le cinéma français, qui aime les réalisateurs français, et qui aime aussi beaucoup d'ailleurs les réalisateurs qui sont un peu méconnus ou un peu mésestimés. De la même façon que dans des films de fiction, j'ai aimé m'intéresser souvent à des époques ou des sujets qui étaient, oui, qui avaient été quasi oubliés. Ça m'intéresse aussi parce que je pense que l'histoire du cinéma, et pas seulement l'histoire du cinéma français, l'histoire du cinéma, elle est toujours en devenir, et que je pourrais presque dire que le cinéma français reste encore un continent qui n'est pas vraiment exploré. Moi, ça m'arrive, même récemment, dans les 3 dernières semaines, de découvrir 3-4 films et de me dire, ah ben, ceux-là, il faudrait... J'arriverai même pas à les mettre dans la série, je les découvre trop tard, je me dis, ça c'est incroyable, personne ne m'avait jamais parlé de ces films, et ils sont absolument épatants. Alors ça ne veut pas dire que ces films inconnus doivent remplacer les chefs-d'œuvre de Renoir, de Carnet, de Duvivier, de tous les très grands films, de Fuchs, de Pavillon, mais il mérite aussi qu'on jette un peu un coup de lumière dessus. Et vous allez voir d'ailleurs dans ce film l'amour de Bertrand pour ses prédécesseurs, et illumine le film, et moi m'a immédiatement donné envie de revoir des films de Becker, de Sautet, de Renoir aussi, puisque Renoir y est, de Godard aussi, puisque Godard y est dans ce film, parce que en plus le film, il faut peut-être l'expliquer, le film c'est presque comme un pilote pour une série. C'est pas un pilote, parce que la série n'a rien à voir avec le film. C'était le premier. Moi j'aurais. À un moment, je pensais qu'on ferait 2 films, et finalement, on a trouvé le financement pour un. Mais c'est un film, la série sur laquelle je suis en train de travailler, qui fait 8 épisodes, n'aura rien à voir. On parlera de metteurs en scène dont on ne parle pas dans le film. Donc, c'est pas c'est pas la version longue, la série. Ça, je sais pas, j'ai dû le dire à peu près 800 fois, c'est jamais passé. Ça, la communication, c'est bon. Mais le film, il est un film en lui-même, et je pense, comment dire, c'est un film de reconnaissance et de gratitude envers des gens qui m'ont nourri, qui m'ont apporté énormément de choses, qui m'ont donné... Alors, il n'y a pas tous les cinéastes qui ont fait ça, mais il y en a un certain nombre. Et j'ai parlé aussi de certains qui ont joué un grand rôle dans ma vie, qui m'ont aidé à rentrer dans ce métier, pour qui j'ai travaillé. Ce qui me permet d'aborder un angle personnel, subjectif, et de pouvoir raconter des choses que parfois je suis le seul à connaître. Parce que c'est en travaillant avec ces gens-là, j'ai découvert beaucoup de choses. Oui, parce que je pense que c'est aussi le grand intérêt du film, c'est le plus important, c'est son objet tout à fait déclaré, c'est-à-dire l'amour du cinéma français. Il y en a un autre qui est un objet secondaire mais très important, c'est un véritable portrait sensible et de la sensibilité en termes de Bertrand par rapport au cinéma. Merci. Mais c'était surtout, je voulais aussi montrer, parce qu'il y a des livres sur l'histoire du cinéma, et dans ces livres, on parle très souvent des réalisateurs, mais on ne parle pas des gens aussi qui travaillent avec ces réalisateurs et qui font que quelquefois les films sont aussi exceptionnels qu'ils le sont. Et parmi, alors, je mentionne à plusieurs reprises des scénaristes, et j'en ai connu, j'ai travaillé avec, donc j'ai des renseignements intéressants.
c'est Orange, Jean Orange, avec qui j'ai fait quand même pas mal de films, qui m'a dit que la fameuse tirade « Atmosphère, atmosphère » était née parce que Janson avait pris un coup de colère contre le Carnet. À un moment, qui parlait tout le temps de plan d'atmosphère. Et à un moment, Janson est venu, il a dit atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une tête d'atmosphère? Il a écrit ça. Donc ça, c'est l'origine d'une des scènes les plus célèbres du cinéma français. Elle vient de là, du rapport entre un scénariste et son réalisateur. Vous l'entendrez dans le film, il y en a plusieurs comme ça. Et il y a aussi les compositeurs. Les musiciens sont les gens les plus méconnus, je trouve. En dehors maintenant de quelques personnes, généralement Ennio Morricone, le très bon compositeur de Star Wars et de Spielberg, bon. En dehors de Michel Legrand, la plupart des très grands compositeurs qu'il y a eu au cinéma français n'ont jamais d'hommage, on ne joue pas leur œuvre. Est-ce qu'il y a eu un concert de Maurice Jaubert, qui est pour moi le plus grand compositeur de musique de film? Cosma, mais Jacques Ibert, Honegger. Honegger a fait des musiques de film géniales. Géniales, celle de Requin, elle est extraordinaire. Donc on ne les entend jamais, on n'en parle jamais. C'est vrai, les cinémathèques, les cinémas vont faire des hommages à des metteurs en scène de série Z, quelquefois. Jésus Franco a eu plus d'hommages que Jean-Jacques Runenval, qui a fait la musique des 2 premiers films de Bresson, qui a fait la musique de 5 films de Becker, et qui a composé la musique sublime de La vérité sur Bébé Donge, qui est déjà du Philippe Glass 15 ans avant. Et ça, on le dit jamais, ça, ce genre de choses. Voilà, donc c'est un petit peu le film. Et puis une dernière chose, mais surtout comme je l'ai fait voir, c'est que je voulais faire un film qui puisse un peu exprimer la fierté, moi je ressens, à être un cinéaste français quand je vois tout se passer. Et tout ça. C'est à un moment, pour prendre le langage à la mode, qui est évidemment dans les médias américains, qui est quand on a parlé du Hollande bashing, le French bashing, c'est-à-dire ce côté de se sous-estimer, de ricaner sur soi, je trouve que j'avais envie de réagir contre ça, puis de dire non, on a de quoi être fier quand on voit certains films de Renoir, quand on voit toute l'œuvre de Becker, qui n'est pas... Et puis des tas d'autres, et puis et Le jour se lève, et Le quai des brumes, et des films de metteurs en scène moins connus, et Sauter, en effet, et Melville, et tout ça. Voilà, donc c'est un petit peu de ça que j'ai essayé de faire passer dans le film, et un petit coup de chapeau, un petit remerciement envers des gens qui ont apporté des joies qui sont immenses. Il y a une anecdote qui est marrante, c'est qu'à un moment, quand je décrivais les films que je voyais dans les cinémas de quartier, quand j'étais jeune, j'étais tombé sur un film, alors là, je pense, je vais faire un petit sondage, personne ne me connaît, qui s'appelle « Pas de coup dur pour Johnny ». Il y a un volontaire qui l'a vu, avec Armand Mestral, Dominique Wilms et le petit Johnny. Le petit Johnny, dans plusieurs articles qui vous passaient, a maintenu que c'était le jeune Johnny Hallyday, c'est complètement faux. C'est un acrobate du nom de Johnny, je ne sais pas trop quoi, qui d'ailleurs fait dans le film plusieurs démonstrations de barres parallèles assez barbantes. C'est des moments assez barbants. Mais ce film, que je vois à Sainte-Maxime, avec des copains, que je revois à Paris, il y avait un début assez marrant, bien mis en scène, sur un type qui est traqué par la police, qui finit par qui tombe sur un môme, qui adopte ce môme, ça il faut accepter, le prend pour son père qui vient le chercher, qu'il n'a jamais vu. Il le suit. Et dans la gare, il y a des policiers partout. Et ils vont se réfugier dans un train. Et là, dans le train, le môme prend peur, c'est la nuit, il y a les policiers qui rôdent. Et, ce qui est très vraisemblable, Armand Mestral lui chante une berceuse. Si tous les enfants pleuraient, voilà.
monte ça, où j'explique quand même que tout le début est très bien mis en scène, qu'on tombe sur un truc où les gens, à l'époque, dans ce genre de film, n'avaient pas peur de l'invraisemblance. Et la séquence était hyper marrante. Et puis j'ajoute que ce metteur en scène, ça m'a intrigué, Mick Roussel. Il avait fait un second film, et j'avais un souvenir que ce second film, Le désir même des hommes, avait été défendu dans Art. Et en effet, on retrouve un article assez élogieux, signé Truffaut, sous le pseudonyme Lachner, dans lequel il dit que le scénario et le dialogue sont à chier, mais la mise en scène, Mick Roussel fait preuve d'un talent dans ses cadrages, ses angles, ses plans, ses mouvements, qui est supérieur à celui de Clouzot, Decoing, Vadim. Il nomme 15 metteurs en scène de l'époque et il dit c'est au moins aussi bon que Henri Hathaway. Vous avez donc ça sur Mick Roussel, et je pense que les défenseurs de Truffaut ne savent pas, vous avez ce truc dans lequel on vous dit que c'est mieux que Clouzot, Decoing, etc. et tout, Vadim, qui est un cinéaste que Truffaut défendait à l'époque, que c'est mieux. Donc, moi j'étais vachement pour essayer de parler de ça, et puis alors là, pas d'extrait, rien. C'est récemment que le film est sorti en DVD, si vous voulez le voir, chez René Château. Vous savez, mais il est sorti un mois après que la sortie de mon film. Et donc on a dû le remplacer. On a commencé par le remplacer par un de la Légion, qui est un film des Fernandel qu'on voyait à l'époque, mais là aussi, on me dit qu'il n'y aura pas de matériel restauré. Et finalement, on l'a remplacé par Macao, l'enfer du jeu, qui était aussi le genre de un film que j'ai vu à Lyon la première fois, et que je vois après à Paris, et qui est un très 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 bon film. Hein. D'ailleurs, quand j'ai montré la première partie de mon film à Scorsese, il voit le plan de Macao, l'enfer du jeu, le grand travelling dans la rue, avec le bombardement, l'affiche, les gens qui courent, et qui se termine sur les jambes de Mireille Balin qui est en train de remettre un truc sur son bras qui a filé, et il a dit « What is this film? What is this film? I want to see this film, I want to see this film ». Il est devenu complètement hystérique sur ce plan. Il a dit « Great shot, great shot ». Voilà, bon, autant pour Delannoy. Donc voilà, donc il y avait l'assentiment de Martin Scorsese, le plan de Delannoy. Et ceux qui n'ont pas vu, il y en a beaucoup qui ont vu Macao, l'enfer du jeu. Ah. Et bien les autres, voyez-le, c'est un très 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 bon film. C'est un très bon film où Eric von Stroheim est tout à fait épatant. Il y a 8 films, il y a 8 épisodes pour la télévision. Donc c'est déjà fini. Tout est... Ah, fini, non, je suis en train, j'en tournais il y a samedi, dimanche, j'ai refait un épisode et j'ai fait 2 épisodes qui manquaient, il m'en reste un. J'ai 7 épisodes à peu près montés et commentés, et en plus avec des remords, parce que depuis je vois des films et je me dis il manque. Hein? C'est horrible, ça n'a pas de fin, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, ça ne finit jamais, jamais, jamais. Parce qu'on m'envoie des films, du coup, pour me dire, mais vous n'avez pas vu ça, vous voyez. Et j'ai découvert 2 Jean Boyer que je ne connaissais pas. Et là, j'ai découvert un film de Jacqueline Audry, et à vrai dire, j'étais pas au départ partant pour aller le voir aussi, on a aussi, qui est son premier film, je crois, son premier long métrage, qui est Les Malheurs de Sophie, 1945. Or, tout d'un coup, quand on le voit, qui est un film tout à fait surprenant, qui est absolument à exhumer, parce que c'est une lecture assez féministe de l'œuvre de la comtesse de Ségur, et la partie de Sophie, sur Sophie, qui ne s'appelle jamais Sophie Fichini, d'ailleurs, dedans. Je voudrais essayer de comprendre de moi. Bon. Mais enfin, il y a la tortue, il y a plusieurs épisodes, il y a le poisson rouge qu'elle découpe. Mais après, à partir d'un moment, près un tiers dans le film, où elle s'oppose tout le temps à sa gouvernante, et le film donne plutôt raison à Sophie contre la gouvernante, qui est jouée par Marguerite Moreno. Ils sont adultes, les petites filles modèles sont des mijaurées. Hein, il y a même elle chante une chanson, nous sommes les filles modèles, les petites filles modèles et tout. Et
y a une description très féministe de mariage forcé, et Paul, le jeune amour d'enfance de Sophie, dont vous vous souvenez tous, vous avez lu les petites filles modèles et tout ça, et les vacances, Paul, lui, se bat sur les barricades contre le futur Napoléon III. Hein, et il dit, je vais rejoindre le député Baudin, dont on sait qu'il est mort pour 52 francs, la fameuse phrase de Victor Hugo. Donc voilà, donc ça, tout d'un coup, ce film, et on se dit, mais personne ne parle de ce film quand on parle du féminisme au cinéma, quand on parle de trucs comme ça. Et voilà, et donc mais c'est horrible, ça n'a pas de fin. Pour répondre à votre question qui est très intéressante, d'abord, moi je n'ai pas fait du tout ce film comme un cinéphile, je l'ai fait comme un cinéaste. Vraiment comme un cinéaste. Je voulais avoir un point de vue de cinéaste et je voulais parler aussi de choses qui m'intéressent en tant que cinéaste. Et des choses qui, souvent, ne passionnent pas les cinéphiles. Mais évidemment que moi, je fais des films et évidemment, je suis extraordinairement conscient de ce que m'apportera des scénaristes. J'ai pris un soin énorme dans le choix des collaborateurs, puisque je n'avais pas... Je pouvais écrire des scénarios, et j'ai écrit souvent des scènes, des séquences entières seul, mais écrire un film tout seul, je pense que je n'y arriverai pas, que je trouverai n'importe quel prétexte pour ne pas écrire, pour me quitter le boulot, et que le fait de devoir travailler avec quelqu'un vous oblige, ne serait-ce que parce que vous devez lui répondre, ça vous oblige à vous y mettre et à travailler. Mais j'ai travaillé avec tout type de scénaristes, j'ai fait débuter des gens qui n'avaient jamais écrit un mot de leur vie, de Christine Pascal à ma première épouse, à Colo Tavernier, de ma fille, de Tiffany, qui a écrit Ça commence aujourd'hui, à Michel Alexandre, qui était policier, qui n'avait jamais écrit un mot de dramaturgie, il n'avait écrit que des procès-verbaux. Je ne sais pas si je pourrais écrire un scénario, j'ai écrit que des procès-verbaux d'interrogatoire. Et voilà, et plusieurs fois, ces gens ont eu des nominations et des prix de scénario avec moi. Donc ça veut dire que j'avais un bon choix, je savais choisir les gens. Donc je faisais attention, idem pour la musique. J'ai toujours fait, je peux dire une chose, alors il y a une chose en fait, c'est que je n'ai pas une seule mauvaise musique de film dans les films. Donc là, ça a l'air très arrogant, mais toutes les musiques de Philippe Sard sont parmi les meilleures qu'il ait écrites, celles qu'il a fait moi, avec celles qu'il a écrites pour Sautet. Idem, celle d'Antoine Duhamel pour La mort en direct, ou pour Laisser passer sont parmi les meilleures qu'il a écrites, avec celles qu'il a écrites pour Godard, par exemple, et pour donc, avant même de faire ce film, j'avais une conscience très très forte de ce que apportent les gens à un film, et qui n'est pas contradictoire avec le fait que le seul auteur est le metteur en scène. Mais c'est un seul auteur qui doit reconnaître absolument ce que font très peu de gens. Tout ce que lui apportent les gens qui travaillent avec. Je peux dire au contraire que les critiques ne font jamais attention aux gens. Ils ne savent pas parler de la photo, la plupart du temps par la contresens, vont être épatés par des trucs de photos faciles et ne va pas voir des photos, des choix de chefs opérateurs qui sont réellement exceptionnels. Exceptionnels. Ils ne feront pas la différence, par exemple, dans le cinéma français, entre des gens comme Tirard, hein, comme Matras, comme ça, et des gens comme le chef opérateur d'Autant Lara, Nato, qui est vraiment le tout venant, qui n'a aucun intérêt, mais ils en parleront pareil, on en parlera pareil. Donc, c'est plutôt les gens autour, les gens qui parlent de cinéma, qui n'ont pas conscience de ça. C'est même les gens qui votent pour les Césars. Quand ils votent pour les Césars, ils votent quelquefois le César de la meilleure musique. Je revois encore la tête de mon ami Georges Delerue, le recevant pour le dernier métro, on dit « mais j'ai composé 3 minutes de musique ». C'est moi, on entend tout. Il le donne à mon amant de Saint-Jean, on entend tout le temps. Et Diva,
où on entend tout le temps l'opéra. Et le bal, où la musique de Cosma, c'est la liaison entre des morceaux. Mais c'est que les gens qui votent pensent que Cosma, Vladimir Cosma a écrit Petite Fleur, La Mer, etc. Et des choses comme ça. C'est aussi ça. C'est l'ignorance des gens dans l'ensemble par rapport aux collaborateurs. L'importance de ces collaborateurs. Orange, dans son très très bon bouquin de souvenirs avec Alain Rio qu'on a publié à l'Institut Lumière, dit que la première qualité d'un metteur en scène, c'est de savoir créer chez ses collaborateurs l'envie de l'épater. Je trouve que c'est une phrase formidable. Et il ajoute, il dit, moi, les meilleures scènes que j'ai écrites dans ma vie, en tant que là, c'est les scènes que j'ai écrites quand je voulais épater Pierre Bost ou Bertrand Tavernier. Mais je trouve qu'il met le doigt sur quelque chose qui n'a pas l'air, les gens n'ont pas l'air de... Et ça, c'est pas... là, on ne parle pas de est-ce que vous avez collaboré au scénario. Cette envie de l'épater, ça vient de milliers de choses. Ça peut venir dans une discussion où on ne parle pas du scénario, où on parle d'autre chose. Ça peut venir de tas de... Mais bien sûr que je suis au courant. Bien sûr que si je faisais ce film, je voulais mettre... Je voulais mettre aussi la contradiction, quelquefois, sur des films qui sont géniaux, et pourtant, il y a des manques chez un metteur en scène. Janson, quand il parle de Carnet, c'est un document formidable. Un document formidable, quand il dit et c'est qui le metteur en scène là, et il fait mine d'oublier son nom, hein, il dit c'est Duvivier, puis, ajoutant un éloge qui est une nouvelle vacherie, il dit ah non, Duvivier, lui, il s'y connaît en acteur et il sait les diriger. Donc, il envoie une deuxième vacherie à Carnet. Prévert qui m'a dit, mais attendez, Carnet, il m'a même, je l'ai coupé, je l'avais d'abord raconté, il m'a forcé à prendre le train pour venir sur le plateau des Enfants du Paradis, parce qu'il m'a dit, il y a marqué que Lassner, après avoir tué Louis Salou, appelle. Il dit, il n'y a pas de dialogue. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il appelle? Il dit, mais tu vois pas, j'ai fait mettre une sonnette dans le décor. Il sonne. Voilà. Donc Carnet, il ne voit pas ça. Mais ce que ne voit pas Prévert, c'est que Carnet, il a un sens de l'espace. Il a un sens du découpage. Il a un sens du cadre à ce moment-là, qui fait que tout ce qu'a écrit Prévert est transcendé, et que c'est quand même pas un hasard si les trois plus beaux des films écrits par Prévert sont réalisés par Carnet. C'est donc cet homme qui n'est pas capable d'écrire un scénario, pas capable de distribuer des acteurs, a une autre vertu qu'un scénariste, qui lui n'est pas confronté à ça, ne voit pas. Et c'est là où on rentre absolument dans tout ce que la création peut avoir de mystérieux, de complexe, que quelqu'un peut avoir des manques, mais que ces manques ne l'empêchent pas de faire des chefs-d'œuvre. Voilà, donc c'était ça qui m'intéressait. Mais ça, c'est pas de cinéphile, c'est pas de la cinéphilie. Ça, c'est vraiment, je pense, un point de vue de cinéaste. Oui, mais j'avais pas beaucoup de détails sur eux, et je cite 2-3 choses que je savais, qu'il y en avait un qui... oui, j'aurais pu raconter plus de bagarres, mais en règle générale, j'ai jamais entendu beaucoup parler de bagarres, par exemple, entre Becker et ses producteurs. Jamais beaucoup entre Sautet et ses producteurs. Il y en avait quelques-uns entre Carnet, mais je raconte qu'il y avait un type qui voulait supprimer les brumes dans le Quai des Brumes, parce qu'il trouvait qu'on ça cachait le décor. Donc le producteur, c'était aussi ça. J'aurais pu raconter 2-3 anecdotes, mais ça me semblait plus superficiel. Je ne sais pas ce que ça apportait vraiment par rapport au truc de la création. Il y a d'autres films où on peut raconter plus. Par exemple, quand vous parlez du Diable au corps, là, il y a vraiment une bataille pour savoir qui avait le droit au montage final. Là, on tombe sur quelque chose de très important. Ça. Mais dans la plupart des films parce que les producteurs,
même par exemple les producteurs de Renoir étaient souvent bien intentionnés à son égard. Richebé, qui fait venir Féjos, est un homme qui dit que du bien de Renoir dans ses souvenirs. Je me mets au courant partout, le cinéma français actuel, je le regarde, je le suis, je milite à la SACD, on donne des prix à des dizaines de metteurs en scène, donc je ne suis pas du tout pessimiste. Hein. Je ne suis pas du tout en train de penser que c'était mieux avant, tout était mieux. Je pense qu'il y avait des relations entre producteurs et metteurs en scène, quelquefois, qui étaient plus faciles avec tous les problèmes à l'époque que maintenant. Mais le cinéma, il est très créatif, ça dépend encore des années, mais il y a quand même, j'ai vu quand même beaucoup de films. Là, hier, j'ai été voir un petit film français qui s'appelle Primaire, sur l'école maternelle, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et il y a des scènes extrêmement touchantes. Il y a des scènes touchantes, ça, il faudrait qu'il passe ici ce film. Il y a des choses tout à fait intéressantes sur des problèmes auxquels sont confrontées les institutrices. Et je trouve évidemment, les gens de la rue de Grenelle, les ministères, n'en parlent jamais. Ces gens-là, il ne faut pas me lancer là-dessus parce que j'ai des tirades sur le ministère de l'Éducation nationale qui dit qu'on ne fait plus de rédaction, il faut que les élèves accomplissent une production. Hein. Ils n'écrivent plus de texte, ils doivent faire des productions. Hein. D'abord, ce n'est pas des élèves, c'est des apprenants. Hein. C'est des apprenants qui ne vont plus à la piscine, mais qui vont dans des étendues d'eau horizontale. On se dit, mais est-ce que c'est pas ces gens qui sont dans les ministères qu'il faudrait déporter sur l'île du Diable, hein, ils aillent retrouver, dialoguer avec le fantôme de Dreyfus. Moi, ce serait mon souhait. Mais par exemple, on voit dans le quotidien un élève qui pue, et que tous ses copains évitent, et que chaque fois qu'il passe devant lui, il dit il pue. Comment vous traitez cette situation? Voilà, moi ça m'a beaucoup intéressé de voir ça dans un film. Je me suis dit, voilà, c'est un truc dont on ne parle pas, et qui est un espèce de quotidien difficile. Il faut arriver à rendre compte, parler aux élèves, puis on s'aperçoit que le gamin, il a abandonné, il est tout seul, il n'y a personne, il n'a plus la vie propre, il ne sait pas faire des machines à laver, sa mère l'a largué depuis 15 jours. Là, voilà, là, je suis vraiment... Donc le film, je vous le recommande, Primaire. Voilà, donc c'est un cas. Et il y en aurait d'autres. J'ai adoré travailler avec Bruno. J'avais beaucoup aimé beaucoup de ses musiques, pour Christine Pascal, dans des documentaires, justement, Jacques Perrin. Et puis, chez Benoît Jacot, il a fait des partitions très, très originales, très modernes. Enfin, et en même temps, là, il avait un défi, il devait se fondre dans un univers de musique préexistante, il fallait qu'il retrouve, il ne fallait pas que sa musique jure avec celle de Cosma, de Jaubert, de Oméga. Et en même temps, il fallait qu'il y ait une orchestration un peu moderne. Et je trouve qu'il a tenu le pari de manière géniale. Il m'a fait 2 ou 3 trucs formidables qu'on ne voit absolument pas. Petit secret, par exemple, le seul extrait dont je n'ai pas pu avoir les droits, c'est Les Enfants Terribles, à cause de l'avocat d'Édouard Lhermitte, l'acteur du film. Et je n'ai pas pu prendre d'extrait, donc je ne peux pas, et ça c'est mon grand regret, qu'on entende la voix de Cocteau qui commente le film. Mais, du coup, je ne pouvais pas prendre la musique du film non plus. Et quand je disais, Melville insista contre Cocteau pour imposer Bach Vivaldi, je ne pouvais pas l'illustrer. Et Coulet m'a fait un à la manière du Bach Vivaldi de Cocteau, qui est tellement génial que personne n'a vu que c'était différent. Voilà. Et donc il peut faire ça en même temps, et puis se fondre dans un truc. Et puis j'ai tout de suite vu ses réactions sur les musiques des films de cette époque, son admiration pour la musique, le petit bout que j'ai de Cosma sur ce film formidable, formidable, de Henri Calef qui s'appelle Bagarre. Il y a le moment où on voit Jean Brochard monter l'escalier et c'est que des pics d'orchestre, comme ça.
Et il m'a dit, mais c'est une écriture géniale. Et surtout, c'est une écriture, c'est une musique qui s'arrête au moment important. Quand la porte s'ouvre, la musique s'arrête. Enfin, quand la porte commence à s'ouvrir, mais la musique s'arrête. Alors que normalement, dans un film américain, il continue, puisque c'est là où c'est en train de monter, le crescendo. Et il s'est dit, il faut absolument qu'on réenregistre cette musique. C'est incroyable que cette musique de Cosma soit passée à l'Ars. Voilà. Donc voilà, je vous signale, ce film est à redécouvrir, Bagarre. Il y a un DVD chez M6, je ne sais plus ce s'appelle, enfin c'est M6, je sais pas. Non, c'est pas Sidonis, la société de M6, c'est des couvertures orange, jaune, ça. Il y a un très bon DVD, et je suis en train même d'essayer de trouver le roman initial, le roman qui a servi de base au film, de Jean Proal, qui était un disciple de Giono, et le film est magnifique, et voilà, il coulait, j'ai tout de suite pris parce qu'il a eu des élans d'enthousiasme pour la musique de Jacques Ibert, dans le petit bout que j'ai de Jacques Ibert sur Justin de Marseille, où on dirait absolument de la musique de Paul Dessau, de la musique des années 34-35 de Berlin, cette époque-là. Et c'est voilà, c'est pour ça j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui était magnifique, magnifique, magnifique. On doit connaître, on doit avoir les fondements de l'art sur lequel on travaille. Je pense que si vous êtes cuisinier, vous devez avoir une connaissance des recettes qu'ont fait des très très grands chefs avant, aussi de leurs erreurs, mais de ce qu'ils ont accompli. Vous devez avoir, vous êtes nourri de ça. Tous les grands romanciers étaient des énormes liseurs. C'était des liseurs. Il y a énormément de cinéastes qui sont, je ne suis pas le seul, qui dévorent des films. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus aussi cinéastes parce qu'ils adoraient le cinéma. Ils adoraient le cinéma. Et vous en aurez un exemple demain dans le film de Jean Sacha, Cet homme est dangereux. C'était un cinéphile dingue. Ça. Donc je pense qu'il faut au contraire pas s'en servir comme référence. Pas du tout, du tout, du tout. Simplement, comme l'a dit quelqu'un, avoir la connaissance de ce qui s'est fait avant, ça vous évite de réinventer la roue. Hein, de croire que vous êtes le premier à traiter un sujet, le premier à faire un film tout d'un coup comme ça. Il y a toujours quelqu'un avant vous qui a expérimenté. Angelo Poulos était persuadé qu'il était le premier à être passé dans le même plan du passé au présent, jusqu'à ce que je trouve un film de Roy Moulting de 1938, où tout d'un coup on passe dans le même plan d'un type qui rentre dans un monde de fantômes, qui sont tous des gens qui viennent témoigner d'un naufrage 100 ans avant. Et c'est fait dans le même plan, dans un travail panoramique où on rentre dans ce monde-là. Donc on se dit qu'il y a toujours des gens qui ont expérimenté là-dessus. Il ne faut jamais penser, d'abord ça vous évite une chose qui est le défaut majeur de certaines personnes, qui est l'arrogance, de penser que vous êtes le premier à trouver ça. Vous n'êtes jamais le premier à le trouver. Il faut bien vous dire ça. Mais par contre, vous êtes peut-être le premier à le faire d'une façon tout petit peu décalée de 2 cm, un petit truc différent, avec votre petite musique à vous. Mais tous les gens que j'ai connus étaient des gens qui adoraient le cinéma, mais vous devez en plus y aller. Vous devez voir pour voir comment on dirigeait les acteurs, comment quelquefois certaines personnes avaient des options sublimes pour éviter certaines scènes, pour trouver des ellipses. C'est pas quand même. Certains de ces grands films ne dépassent pas 90 minutes. Et on aurait parfois des leçons à faire quand on voit le nombre de films qui, sur des sujets pas toujours très intéressants, font 2h40 ou 2h50. Donc, bonne soirée et à demain.